Bonjour à tous, déjà. Donc nous, avec Romain, on va vous présenter les évolutions, les transformations qu'on est en train d'appliquer, nous, chez Floa, sur la plateforme Data. La plateforme Data chez Floa, en fait, ça fait 4-5 ans qu'elle est en place. Et donc maintenant, on a un peu de recul pour faire des constats et mettre en place des actions. Et donc, c'est ce qu'on va vous présenter maintenant. Du coup, déjà, pour nous présenter nous, donc Romain et moi, on est tous les deux chefs de projet chez Floa, dans la direction data. La direction data, on est 40 personnes environ. Et Romain, lui, il est plutôt sur la partie data for data, donc tous les projets autour de la data et notamment la plateforme. Moi, j'ai plutôt un rôle en relation avec le métier, donc le recueil des besoins, la priorisation, etc. Et donc Floa, nous on est une fintech et on est basé au bassin Flow à Bordeaux. Et on a été racheté par la BNP il y a 3 ans. Floa, du coup, on propose deux types de services. Les services d'abord B2B. Donc on va proposer à des sites web, à des marchands, la possibilité de payer, de proposer à leurs clients de payer en plusieurs fois. Et une autre partie, du coup, plutôt B2C, où là, on va proposer des cartes, des crédits à la consommation et des assurances. Sur la partie B2B, du coup, on est leader sur le marché français, avec 30% des parts de marché en 2023. Et on compte environ 15 000 marchands et points de vente en France, mais aussi du coup à l'étranger. Parce que depuis que la BNP a racheté Floa, il y a cette volonté là, de s'étendre aussi dans d'autres pays européens. Donc depuis 2 ans, donc, en plus de la France, il y a l'Espagne, l'Italie, le Portugal et la Belgique. Et normalement, l'année prochaine, il y aura l'Allemagne et les Pays-Bas en plus. Et quelques chiffres sur Floa, hein. Du coup, on est 500 collaborateurs. On produit du coup 2,8 milliards de production de crédit par an. Et on a 4 millions de clients actifs. Donc un client actif, c'est quelqu'un qui a un crédit en cours ou qui a souscrit un crédit sur les 12 derniers mois. Et du coup, si on se penche un peu sur le côté data, donc Floa a vraiment axé dans sa stratégie l'utilisation de la data. Et ça, c'est un peu les services que rend la data à Floa. Donc le premier, c'est de prévenir le risque des impayés et aussi de détecter la fraude. Donc pour ça, il y a eu des modèles de score qui ont été mis en place pour prédire justement ce risque d'impayé. Aussi, du coup, on a ce service à nos clients du coup B2C. Donc en fait, on a mis en place des rapports avec des tunnels de conversion pour aider les équipes marketing et UX à améliorer les parcours, donc les interfaces qui sont proposées aux clients pour que ce soit le plus simple possible. Une grosse partie de notre boulot, en fait, c'est aussi la partie du coup pilotage business et financier. Donc en fait, on propose des rapports, des analyses, et ça c'est une des activités principales de la data. Et enfin, on a aussi du coup du partage de données à nos marchands en B2B. Donc on partage des rapports pour qu'ils soient autonomes pour le suivi de l'activité. Et en plus de ça aussi, on a une partie monétisation de la data. En fait, on revend certaines données à un organisme. Du coup, c'est des données qui sont anonymisées, qui sont agrégées. Mais du coup, voilà, cet organisme, lui, utilise ces données-là pour après faire des études sur les habitudes de consommation. Et si on va un petit peu plus loin là, dans la partie data, donc depuis que la plateforme a été mise en place il y a 4-5 ans, du coup, il y a eu cette volonté de démocratiser vraiment la data au sein de Floa. Et donc là, on a quelques chiffres qui permettent d'illustrer un peu ça. Donc il y a 4 ans, en fait, on n'avait que 40 utilisateurs sur notre outil de data visualisation qui est Tableau. Et là, depuis maintenant, on en a plus de 250 utilisateurs actifs. On a aussi du coup sur Tableau un profil qu'on appelle Explorer. En fait, avec le profil Explorer, on peut, la personne côté métier peut interagir avec les données. Donc elle va pouvoir créer des rapports, elle va pouvoir modifier des rapports, faire des analyses. Et donc on a poussé à ce qu'il y ait plusieurs personnes comme ça côté métier qui aient ce rôle-là. Et là aujourd'hui, on a 50 personnes côté métier qui ont ce rôle Explorer. Et là, sur une année, là, on a vu qu'il y a eu plus de 200% de contenus qui ont été réalisés par ces personnes-là.
de manière autonome. Ensuite, on a aussi mis en place une vision client 360. Ça, c'était pas forcément gagné parce qu'entre la partie B2B et la partie B2C, en fait, c'est deux systèmes d'information différents. Donc, il a fallu uniformiser les données, homogénéiser ces données-là pour avoir vraiment cette vision qui soit transverse sur l'ensemble des produits. Et on estime du coup aussi à 85% le taux de couverture de notre data warehouse, en tout cas avec les données qui nous semblent intéressantes de mettre à disposition du métier. Et un truc cool aussi, pour nous, côté data, c'est qu'on traite avec l'ensemble des équipes FLOA. Alors souvent beaucoup avec les équipes business, finance, risque ou fraude. Mais aussi du coup, on a des sujets avec le marketing, avec les ressources humaines, avec la conformité. Donc ça c'est cool pour nous, ça nous permet d'avoir des sujets assez variés. Et donc, avec cet objectif-là de démocratiser la data, on a dû s'appuyer sur une plateforme data qui soit performante. Et du coup, Romain va pouvoir vous expliquer, vous la présenter. Yes, merci. Donc, d'un point de vue plateforme, ce qu'il faut savoir, c'est que le schéma qu'on voit à l'écran, en fait, c'est l'état de la plateforme à date. Tout n'est pas arrivé en même temps. En fait, il y a déjà des choix assez forts qui ont été faits par Flow il y a 4 ans. Déjà, c'est de se dire, la plateforme data, on reste une boîte, on reste une société financière, mais on est parti sur une plateforme full cloud. Les autres choix forts sont les choix d'outils qui ont été faits. Typiquement, notre entrepôt de données et l'ensemble de nos données sont stockés aujourd'hui dans Snowflake. On va retrouver toute la partie scoring qui est avec Dataiku, parce qu'en fait, il y a un partenariat très fort aussi avec Snowflake pour tout ce qui va être déploiement de score, et la partie restitution sera faite au niveau de tableau. En transverse sur le schéma, on va voir que voilà, on a un data catalog qui va couvrir toute la définition de nos données. C'est quelque chose qui est long à mettre en place, c'est un fil rouge qu'on a depuis 4 ans et qui continue à persister. Mais on est plutôt très bien avancé, c'est ouvert quand même à pas mal de monde aujourd'hui. Et les derniers arrivés sur cette plateforme, c'est tout ce qu'on va avoir au niveau de Neo4j, qui est une base graph en fait, qui va principalement nous servir pour tout ce qui va être usage de fraude et détection de fraude en temps réel, avec l'outil de restitution associé qui est Linkurious, qui va justement permettre aux analystes fraude demain d'aller beaucoup plus loin dans l'analyse de la fraude et de la détecter de plus en plus en amont pour éviter justement qu'on en subisse de plus en plus. Comme l'a dit Maxime au démarrage aussi, on a été racheté par BNP il y a 3 ans. Qui dit rachat, dit migration. Et aujourd'hui, on est clairement en pleine migration, c'est-à-dire que tout le pan de gauche du schéma aujourd'hui que vous voyez disparaît au profit de nouvelles sources de données. C'est-à-dire que plus de 80% des données qu'on avait historiquement dans la plateforme data sont à remettre en place. Sauf qu'on a quand même beaucoup moins de temps pour le faire. Et du coup, on en a aussi profité pour se dire, voilà, on a historiquement sur cette plateforme quelques petits points irritants. Et on s'est dit, est-ce que c'est pas aussi l'occasion de remettre cette plateforme, de prendre un peu de recul, de poser le stylo et de se dire, est-ce que notre plateforme elle est toujours à l'état de l'art par rapport à ce qu'on souhaite en faire? On a fait des concessions à l'époque aussi, qui étaient liées au fait de déployer très rapidement cette plateforme pour justement prouver le ROI et prouver que ça valait la peine d'investir ici. Du coup, on s'est dit, ok, on a plusieurs points qui fonctionnent pas très bien aujourd'hui, et qu'on aimerait challenger en même temps, vu qu'on change tout, c'est aussi l'occasion de se dire pourquoi pas aussi changer une partie technique. Le premier point qu'on voit et qui est compliqué à mettre en place, c'est un vrai séquencement complexe, un vrai ordonnancement complexe, pardon. Un ordonnancement conditionnel. Aujourd'hui, on utilise Talend pour faire tous nos chargements de données, mais demain, chaîner des traitements avec des conditions, c'est extrêmement compliqué, ça devient très vite chronophage et c'est pas forcément hyper intuitif, et Talend nativement ne permet pas ça. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est ok, Talend c'est cool, mais aujourd'hui, quand on fait beaucoup de user intent code, c'est-à-dire que vu qu'on a toutes nos données centralisées dans Snowflake, on fait énormément de SQL et en fait tout se passe dans Snowflake. Donc en fait finalement, Talend nous sert aussi uniquement à séquencer des requêtes SQL et à avoir un connecteur Mongo, et c'est quand même très cher payé juste pour ça. Et les deux autres points sont liés, sont assez proches. C'est voilà, comme il a fallu légitimer le fait de lancer cette plateforme, on a fait des concessions au démarrage. Aujourd'hui, on a une qualité, en fait, on n'arrive pas bien à monitorer deux choses, donc la qualité de données. On a fait ces concessions-là. C'est un axe d'amélioration certain, et aussi la supervision de l'ensemble de nos traitements. On n'arrive pas à avoir un état des lieux fiable, pardon,
de l'ensemble de nos traitements. On arrive à avoir une vision parcellaire, mais c'est pas l'idéal. Donc on s'est dit, ok, voilà, lançons un chantier et voyons où ça nous mène. Aujourd'hui, quels choix ont été faits au niveau de Floa? Alors je suis désolé, le schéma il est un peu plus rustique, il est un peu plus fouillis, il y a beaucoup de choses. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est deux éléments. C'est l'élément le plus en bas, donc qui va être Airflow. Airflow, dit comme ça, c'est quoi? En fait, c'est ce qui va nous servir d'ordonnanceur demain. Pourquoi Airflow? C'est un choix assez collectif qui a été fait. Ça répondait à nos critères, ça nous permettait de faire des ordonnancements complexes, ça nous permettait d'intégrer la data quality, et stop. Voilà. Et en fait, ça nous permet petit à petit aussi de basculer l'ensemble de nos traitements de Talend vers Airflow pour envisager un décommissionnement sur l'année 2025 de Talend. Le deuxième point qu'on va voir apparaître ici, c'est un outil de data quality, alors qu'on voit très peu, il faut juste regarder au-dessus de Data Galaxy, c'est un outil qui s'appelle Soda. Je laisserai Maxime le creuser, mais ce qui va être intéressant, c'est vraiment sur la partie gauche du schéma. On voit des petits ronds sur les différents traitements, et en fait, on intègre les traitements de data quality aujourd'hui à l'ensemble de nos traitements. Donc, sur les données en entrée, sur les données qui vont être transformées, sur les données en sortie. L'intérêt, c'est qu'on puisse monitorer la qualité de la donnée de bout en bout de nos chaînes de traitement. Ce sont des choix qui ont été faits à ce niveau-là. Je vais laisser Maxime prendre le relais pour l'explication de ce choix-là. Et... Yes. Du coup, comme dit Romain, on a choisi d'utiliser Soda, mais c'est pas seulement Soda, puisque Soda, c'est juste un moteur d'exécution de tests de data quality. Mais en plus de ce moteur-là, il faut mettre tout en place, il faut mettre en place des process. Donc c'est un peu ce que je vais essayer de vous présenter là. Mais d'abord, du coup, je voulais reprendre un peu la partie constat. Donc comme a dit un peu Romain, c'est que quand la plateforme data elle a été mise en place il y a 4-5 ans, donc il y a eu comme un coût financier pour Floa, il y a eu aussi un pari, puisqu'il y avait pas mal de choix qui avaient été faits sur cette plateforme-là. Donc il y a eu une demande de retour sur investissement assez rapide. Donc l'objectif premier, c'était essayer d'ingérer le maximum de données pour pouvoir les restituer le plus rapidement possible au métier. Et ça, du coup, un peu au détriment de la partie suivi de la qualité de données, quoi. Et du coup, maintenant, on en paye un petit peu les pots cassés, quoi, parce que du coup, surtout quand on crée des usages, quand on va créer un nouvel indicateur, c'est là qu'on va s'apercevoir que la qualité de données n'est pas au rendez-vous. Et souvent, on va être obligé de faire une petite règle d'exception ou alors carrément changer de champ pour trouver un champ qui soit un peu plus fiable. Et en plus, c'est souvent le métier en fait qui nous rapportait ces problèmes de qualité de données. Et moi, du coup, qui suis souvent en relation avec le métier, on n'est pas trop à l'aise quand on nous ramène ce genre de sujet, quoi. Donc pour ça, on a choisi Soda. Alors pourquoi Soda par rapport à d'autres concurrents et pourquoi Soda pourquoi pas un outil interne? Parce qu'en fait, il y a quelques mois, on avait commencé à travailler sur un outil en interne, donc un moteur qui exécutait des requêtes SQL de tests de data quality. Mais en fait, au bout de quelques mois, on a choisi de partir sur Soda. Donc les raisons, c'est que déjà la syntaxe dans Soda, elle est quand même assez simple, comparé de faire à chaque fois une requête SQL pour chacun des tests. Donc la syntaxe simple, il y a la possibilité de mutualiser. Lui, automatiquement, il va mutualiser tous les tests. Donc s'il y a des tests qui sont réalisés sur un même champ, une même table, il va mutualiser tout ça. Donc pour des questions de performance, ça va être plus intéressant que de tester une requête les unes après les autres. Il y a aussi du coup la partie sauvegarde d'échantillons de données KO. Donc ça permet de pouvoir analyser très rapidement la raison du test KO. L'intégration du coup avec Airflow pour l'ordonnancement, et du coup aussi c'est gratuit. En tout cas, nous, la version qu'on utilise, elle est gratuite, puisqu'on utilise en fait la librairie Python qui est proposée par Soda. Toute la partie interface, du coup, on s'en est passé. Et donc là, pour illustrer un peu tout ça, on va essayer de se mettre à la place d'un utilisateur data. Voilà. D'un utilisateur data qui voudrait mettre en place un test sur le champ code postal de la table d'IM intervenant. Donc un test qui permet de voir que ce champ-là est bien sur 5 caractères. Ouais. Donc il y a une petite vidéo, donc c'est pour ça peut-être que ça prend un petit temps, mais...
Attends. Non, mais ça marchait tout à l'heure. Mm. Alors attends. Ah là. C'est la vidéo, ça marche pas. Non mais c'est ça. Non. Exactement, parce que c'est des vrais... Non. Bah pourtant ça marchait tout à l'heure. On l'a fait. On l'a testé tout à l'heure. Ouais. Quand je la lance, en fait, ça... Il y a des gens qui l'ont vu, ils savent que ça marche. Ouais. Présentation quand tu l'as lancé, tu l'as lancé alors que tu étais... Non, présentation, ouais. Non mais ça marchait, on l'a testé Ah ouais. 3 fois entre... Sinon, à la limite, je sors de la présentation. Et... Ouais, bah c'est le même écran. Sinon... Vas-y, et là ça marche là? Vas-y, on fait comme ça. Bon, du coup, donc, la première chose qu'il va faire l'utilisateur, c'est de rajouter son test dans un référentiel qu'on a mis pour l'instant dans Excel. Donc c'est notre base documentaire et c'est là dans ce fichier Excel qu'on a la documentation de tous les tests qui sont réalisés sur la base de données. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième, c'est qu'il va aller rajouter son test aussi dans le fichier YAML. En fait, c'est le fichier de configuration qui est utilisé par le moteur Soda. Donc là, on est dans le fichier de la table dim intervenant. Et donc voilà, il vient de rajouter le test pour checker qu'il est bien, le code postal est bien sur 5 caractères. Donc c'est un peu ça la syntaxe qui est utilisée dans Soda. Ce fichier-là, du coup, il va être versionné dans Git. Et ensuite, on va pouvoir l'exécuter à travers l'ordonnanceur qui est Airflow. Donc là, dans l'exemple, on va l'exécuter de manière, on va dire, ponctuelle. Mais en fait, on peut du coup l'automatiser pour qu'il soit exécuté une fois par jour, une fois par semaine, ou même l'intégrer donc dans un flux d'ingestion de données pour soit exclure les données qui sont KO, soit même carrément bloquer le flux d'ingestion si c'est vraiment une donnée, un test qui est bloquant, quoi. Donc une fois que le test a été exécuté, les résultats de ces tests-là sont stockés dans une table dans Snowflake. Donc là, on voit que pour le code postal, on a tous ces résultats de tests qui sont stockés là. Et pour que ce soit plus graphique, on a branché sur cette table-là un rapport tableau. Donc on voit ici, donc, pour faire tout le suivi de la data quality. Donc là, on va pouvoir cliquer sur la table justement dim intervenant et du coup voir que il y a tous les tests associés à cette table-là et on voit qu'il y a bien d'autres tests sur le code postal pour vérifier qu'il est bien sur 5 caractères. En plus de ça, on est en train d'essayer d'intégrer aussi ces données-là dans notre data catalogue qui est Data Galaxy. Alors là, plus de manière informative, quand quelqu'un va aller vérifier ou se documenter sur la fiche du champ code postal, il va pouvoir, via l'onglet qualité, regarder s'il y a eu des tests de data quality qui ont été joués sur ce champ-là, et même de regarder du coup le résultat pour savoir si c'est une donnée fiable sur laquelle il va pouvoir se baser son analyse. Donc voilà un peu tout le cheminement, on va dire, au-delà de Soda, un peu tout le process qu'on a essayé de mettre en place, qu'on est en train qui est en cours de construction aussi. Il y a peut-être des améliorations qui vont venir. Mais voilà, on essaye de partir sur quelque chose similaire à ça. Yes. Et du coup, si on prend un peu de recul... Attends. Il marche là ? Oui, 1, 2. Oui, c'est bon. Si on prend un peu de recul, en gros, où est-ce qu'on en a aujourd'hui ? Et voilà, on enlève certains pain points pour en rajouter, forcément, parce que sinon, c'est pas drôle. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que les premiers flux et les premiers usages tournent en prod, de bout en bout, avec les tests de data quality, et ça, c'est plutôt cool, parce qu'en fait, on se rend aussi compte que on gagne vachement, c'est beaucoup plus fluide que ce qu'on pouvait faire avec Talend historiquement, et ça, ce premier point, il est quand même hyper sympa, et ça marche plutôt bien, et ça répond à ce qu'on attend. Par contre, il y a quand même des petits points qui sont à mettre entre guillemets, c'est que oui, les solutions Soda et Airflow, c'est gratuit, mais
ça nécessite aussi un certain investissement. Ce qu'il faut savoir, par exemple, pour Airflow, c'est que par défaut, c'est une coquille vide. C'est-à-dire que tout le framework de développement associé, il faut le développer. Et ça, faut rentrer dans du Python et il faut avoir la compétence sur étagère pour pouvoir mettre en place et justement déployer à plus grande échelle l'outil. Ça fait partie d'un des premiers petits points qui est un petit peu touchy à mettre en place. Donc soit on a les équipes en place et c'est cool, soit on les a pas. Et dans ce cas-là, c'est un investissement certain pour se lancer sur cet outil-là. Le deuxième point concerne plus la data quality, c'est qu'il faut vraiment considérer ça comme un fil rouge. Donc si je le mets là, c'est que forcément on a essayé de faire l'inverse. C'est un fil rouge. Il n'y a pas de date de fin, ça va s'enrichir au fil de l'eau. Il ne faut pas voir ça comme ok, on va sortir les 300 tests de data quality sur une même table en 2 jours, ça ne marchera jamais. Il faut vraiment prendre ça comme quelque chose qui est étalé dans le temps, et plus ça va vivre, plus la qualité de données va s'améliorer. Et normalement, c'est un peu un cercle vertueux. Pardon. C'est un peu un cercle vertueux, et de plus en plus de monde justement vont s'y atteler. Et oui. Et le dernier petit point qui est un peu plus touchy aussi, c'est que au niveau des équipes data, en fait, on a une certaine diversité de profils. On a des data scientists, des data engineers, des data analysts. Donc, c'est des profils qui vont aller de très techniques à beaucoup moins techniques. Et du coup, il y a un prérequis à cette plateforme qui est le coût d'entrée, c'est que tout le monde doit maîtriser Git. Et ça nécessite quand même un long temps d'adaptation. On y est encore. Ça va nous prendre encore pas mal de temps. Beaucoup d'allers-retours aussi à ce niveau-là. Mais c'est le point d'entrée nécessaire. En fait, on se rapproche beaucoup plus de tout ce qui va être DevOps, qui est très connu dans les systèmes IT. Et finalement, la data s'en rapproche de plus en plus. Et ça devient un prérequis au niveau des plateformes data. Mais en dehors de ça, c'est quand même plutôt cool, parce que c'est quand même un projet qui a été porté de manière transverse par l'ensemble de la direction data. On n'a pas eu de frein malgré le fait qu'on était en pleine migration. C'est-à-dire qu'on a quand même pu lancer les choses en même temps. Et toutes les équipes jouent le jeu. On savait qu'il allait y avoir certaines difficultés, mais finalement, ça marche plutôt pas mal. Donc c'est plutôt cool. Et je pense qu'on est arrivé au bout. Donc écoutez, je vous remercie. Puis voilà, si vous avez des questions, je lance le micro. Ouais, ma question, elle est sur les règles de qualité. Aujourd'hui, dans quelle mesure vous pensez intégrer des règles de qualité plutôt métier, décidées par des stewards métiers sur la cohérence, par exemple, par rapport à une range de valeurs possibles ou ce genre de choses? Aujourd'hui, c'est que des tests techniques, hein, si je comprends bien, sur est-ce qu'il y a bien 5 caractères, est-ce que c'est non vide, voilà, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des sujets plus sur l'implication des métiers Non, ouais, c'est vrai que pour l'instant, on est quand même beaucoup sur la partie vraiment data au sein des équipes data. Beaucoup sur des tests comme ça techniques. On essaye de rajouter quand même des tests de cohérence dans la partie data warehouse entre les tables pour voir s'il y a bien que les données sont bien cohérentes d'une table à l'autre. Mais pour l'instant, on n'a pas encore fait participer le métier à cette étape-là. Mais justement, d'avoir mis en place un référentiel, c'est dans l'idée justement que tout le monde puisse participer à cette tâche-là, quoi. Ça va venir petit à petit. On se revoit dans un an, du coup. On fera le retour d'expérience. Merci pour la présentation. Est-ce que vous avez prévu d'adosser à chacune des données un niveau tolérable de présentation? C'est-à-dire, par exemple, ma donnée, tant qu'elle ne fait pas 80% de qualité de données, je ne l'expose pas. Et auquel cas que ça soit bloquant sur une chaîne de calcul. Okay, d'accord. Donc oui, c'est prévu. C'est déjà le cas en fait. En fait, on a déjà cette définition de test bloquant. C'est tout l'intérêt aussi de changer toute notre chaîne d'alimentation, c'est de nous permettre justement, quand le niveau de qualité de données n'est pas suffisant, c'est de bloquer le chargement de tout ce qui se passe en aval. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a énormément de problématiques et on s'en rend pas compte. Soit on s'en rend compte, on arrive à le corriger, et dans ce cas-là, on redéroule la chaîne. Mais aujourd'hui, c'est souvent les utilisateurs finaux qui nous disent les gars, je pense que vous avez raté un truc. Et on trouve ça dommageable. Et c'est aussi un des points de douleur qu'on a vraiment aujourd'hui, c'est qu'on a des chaînes séquencées. Donc soit on charge tout, mais c'est très difficile de faire du conditionnel. Justement, la souplesse d'Airflow à ce niveau-là va quand même vachement nous aider. C'est de nous dire, si pour charger ma table finale, qui est mon data mart, je dois charger 2 tables en amont plus 4 en aval, enfin en amont encore une fois,
eh ben, on peut justement définir ces conditions et là, en fait, on va complètement décorréler les chaînes de traitement pour vraiment servir un usage final. Et c'est ça qui est plutôt cool.